Bonjour, audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rugissant. Je ne m'y attendais pas et pourtant, c'est arrivé. J'avais perdu la foi. Le genre du shonen m'apparaissait comme fadasse, incapable de boucler ses intrigues à rallonge, se concentrant sur des personnages stupides et superficiels, et menant des réflexions bas de plafond sur l'amitié et la force de la volonté. Et puis, Shingeki no Kyojin est arrivé. Et si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, mon Tumblr notamment, vous pouvez constater que ce manga a pris une grande place dans ma vie. Vous ferai-je l'affront de raconter l'histoire? Oui. Shingeki no Kyojin raconte l'histoire d'Eren, un jeune garçon qui doit lutter pour survivre dans un monde où l'humanité est confinée derrière des murs suite à l'apparition de prédateurs monstrueux, les titans, des géants humanoïdes qui n'ont d'autre but que de manger les humains. Après avoir assisté à la mort de sa mère, une classique femme dans le réfrigérateur, Eren décide de tuer tous les titans et s'engage dans l'armée avec ses camarades Armin et Mikasa, sa sœur adoptive. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, parce qu'il va faire la rencontre de plein de personnages féminins intéressants. En l'honneur des camarades de garnison d'Eren, les filles de la 104e brigade d'entraînement, je vais moi aussi offrir mon cœur à l'humanité. Shingeki no Kyojin, j'ai découvert avec l'animé et quand j'ai vu le manga, c'est pas très beau. Je me suis quand même mise au manga parce que je voulais la suite de l'animé, et puis j'ai un petit peu lâché le manga après l'arc politique qui me semblait un petit peu tiré par les cheveux, et surtout j'avais peur qu'Isayama n'arrive pas à le gérer parce que j'ai vu plein de shonen sombrer dès que l'intrigue se complexifiait un peu. Oui, c'est toi que je regarde, dit Greyman. Et ouais, en fait j'ai tout relu récemment parce que je voulais savoir ce qui arrivait à Jean, qui est un des personnages de fiction qui m'a le plus touché. On va pas parler de lui là, mais je pourrais discuter de Jean pendant des heures. Et ouais, force est de constater que c'est une œuvre vraiment très cohérente, bien construite, et même que le trait de l'auteur, quelque part, sert son propos. Mais ça, je le développerai plus tard, dans une autre vidéo d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais tâcher de ne pas trop spoiler le manga, à part en dernière partie, vu que je me concentrerai sur Ymir et Krista, qui ne sont vraiment pas développés dans l'animé. Si vous n'avez pas vu l'animé, les spoils seront quand même assez lourds. Alors, voilà, allez regarder l'animé, quoi, qu'est-ce que vous attendez, tout le monde en parle. Et si vous n'avez pas lu le manga, eh bien, je signalerai quand ce seront des spoils légers, j'en ferai sans doute un petit peu sur Sacha. Mais sinon, il y aura du gros spoil bien lourd sur Ymir et Krista, alors fuyez à ce moment-là, ce sera en dernière partie de la vidéo, vous serez prévenus, ne vous inquiétez pas. Bref, parlons du statut des femmes dans Shingeki no Kyojin. Déjà, un point qui est vraiment extraordinaire, puisque Shingeki no Kyojin sous ses allures de seinen est un shonen, c'est que les femmes ne sont absolument pas érotisées. Dans un genre qui est initialement destiné aux jeunes garçons. Bon, le public de Shingeki no Kyojin est depuis peu majoritairement féminin, n'empêche. Et surtout, l'auteur traite ses personnages de façon très égalitaire. Le genre rapporte peu en fait. On l'a vu par exemple avec le personnage d'Anji Zoe qui est très intéressant, comme on veut en fait. Il a pas confirmé son genre, il y avait une confusion là-dessus, il a juste refusé, il a dit c'est au lecteur de choisir, vous faites ce que vous voulez. C'est une marque de respect envers le lecteur, et ça m'amène à penser qu'Isayama est quand même assez informé des problématiques liées au genre. Je sais pas du tout à quel stade ils en sont de réflexion au niveau du Japon, si c'est aussi problématique que par chez nous en ce moment, si c'est sujet à débat, mais en tout cas, lui, il a décidé de pas donner de genre à Anji, et de fait, pour les gens qui sont non-binaires, en mal de représentation, les personnes trans, ce que vous voulez, c'est vraiment génial d'avoir ce genre d'opportunité dans la fiction. À côté, l'univers de Shingeki no Kyojin est tout de même patriarcal. Tous les postes de pouvoir dans la vie civile sont tenus par des hommes, les patrons, ceux qui tiennent les commerces, sont des hommes. Il y a une souveraine dans les derniers chapitres, mais c'est plus un symbole qu'autre chose, elle a pas de réelle incidence politique. Puis de toute façon, on l'a vu, il y a la reine d'Angleterre, mais on est quand même dans un patriarcat, hein. Et à côté, les femmes subissent des violences spécifiques. Et on a vu directement Sacha, Krista,
et même Armin, parce qu'on le prenait pour une fille, menacée sexuellement. Et dans tout ça, l'armée dans Shingeki no Kyojin semble réellement une exception, un endroit où les femmes sont traitées de façon hyper égalitaire. Un truc qui marque visuellement le traitement égalitaire des femmes dans l'armée, c'est que leur uniforme est absolument identique à celui des garçons. Ça se voit pas si souvent dans les shonen, souvent tu transformes les pantalons en mini-jupe. Un autre truc notable, alors que dans l'armée on a bien vu dans des films comme Full Metal Jacket que les insultes sexistes, c'était monnaie courante, ou des trucs homophobes bien joyeux du style espèce de fiotte, dans Shingeki no Kyojin, on s'insulte pas comme ça dans l'armée. C'est quand même rare, et j'ai pas l'impression que l'œuvre soit destinée à un public spécifiquement jeune à qui on épargnerait ce genre d'insultes. Yeah. Ma théorie pour ce traitement égalitaire des femmes dans le cadre spécifique dans l'armée, c'est tout bêtement que l'humanité est tellement acculée, menée dans ses derniers retranchements dans Shingeki no Kyojin, qu'on va pas faire la fine bouche sur les recrutements. L'armée est pas non plus très bien vue des civils, et c'est pas étonnant qu'ils ratissent large, quelque part. Déjà, ils embauchent des adolescents. À propos des femmes dans l'armée, on a eu le mythe des Amazones, Jeanne d'Arc, qui n'est qu'une des nombreuses chevalières du Moyen-Âge. On a aussi eu des femmes dans l'armée soviétique qui étaient pilotes d'avion, par exemple. Enfin bref, les femmes dans l'armée, c'est pas non plus quelque chose de très récent. Mais le fait est que notre cadre hyper patriarcal a limité leur intrusion là-dedans. Et donc, dans Shingeki no Kyojin, le fait que les femmes aient si facilement accès à l'armée, c'est quand même un peu étonnant. Donc on a vu Shingeki no Kyojin, c'est un univers patriarcal, mais dans l'armée, les femmes sont bien traitées, et l'auteur traite extrêmement bien ses personnages féminins. D'ailleurs, il fait un peu de fanservice, mais vraiment pas sur les filles et sur les parties sur lesquelles on fait habituellement du fanservice, genre les culottes et les boobs. Non, lui il fait du fanservice sur la musculature, les muscles. Genre comme Mikasa est musclée, il y a un peu de fanservice sur elle, genre Jean insinue que Ren la mate alors qu'elle fait ses pompes, et sinon, il fait du fanservice sur Erwin, parce qu'il est musclé, et sur Levi, parce qu'il est musclé, et sur tout ce qui est musclé en fait. Sayama aime les gens musclés. Après, il présente des personnages qui n'ont pas des physiques extrêmement variés, mais on va avoir des garçons et des filles très fluets, et des garçons et des filles musclées. Mais définitivement, allons-y pour les personnages féminins. Mikasa, commençons par elle. Pour moi, c'est le personnage féminin le plus faible de Shingeki no Kyojin. En fait, c'est l'archétype du personnage féminin qui est fort littéralement, puisqu'elle vaut 100 soldats, mais qui est faible narrativement parlant. Basiquement, elle ne fait que suivre Eren, et lui, il lui fout une série de gros vents parce que ce garçon, il a autre chose à penser en ce moment. Après, on a accès à son passé, on comprend tout à fait ce qui l'amène à faire une fixette sur ce garçon. Elle est orpheline, elle perd ses parents, c'est Eren qui la sauve et c'est lui qui lui donne accès à une nouvelle famille. Elle repère la famille qu'elle a, tout ce qui lui reste c'est Eren. Tu m'étonnes qu'elle fasse une fixette sur lui, c'est tout à fait explicable, mais c'est pas pour autant que ça en fait un bon personnage. Sa motivation est faible, elle se limite à une seule personne. Eren, 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 c'est tout ce qu'elle a en tête. Du moins c'est tout ce qu'on perçoit qu'elle a en tête, parce qu'il n'y a aucun moment d'introspection. Des personnages secondaires comme Connie et Krista ont des moments d'introspection et pas Mikasa. Elle fait partie du trio principal, je trouve ça quand même assez dramatique. C'est vraiment un des seuls points pour lesquels j'en veux à Isayama. Il faut qu'on ait accès aux pensées de Mikasa, c'est plus possible maintenant. Elle peut pas rester une espèce de personnage classe et silencieux qui se contente de suivre Eren complètement monomaniaque. Et le fait qu'elle soit obsédée par une seule personne, que ce soit son seul et unique but, parce qu'elle a beau bien aimer Armin, elle le dit clairement à un moment, c'est Eren la seule personne qui compte pour elle, eh bien, c'est jamais questionné, jamais remis en question. Alors que je veux dire, on voit bien que d'une part, c'est pas tout à fait réciproque, parce que Eren l'aime beaucoup, c'est évident, mais il a d'autres priorités, et d'autre part, c'est pas très sain. Mais meuf, passe à autre chose, il te calcule même pas. Mikasa, elle stagne. Ce qui est encore plus badant, c'est que dès les premiers chapitres, quand on croit qu'Eren est mort, il y avait un début d'évolution pour Mikasa. Elle était confrontée à une situation inédite, on voyait une amorce de remise en question, et puis en fait Eren est vivant. Alors elle stagne. Après, je vais relativiser, je dis que Mikasa est le personnage féminin le plus faible d'SNK, mais c'est tout bêtement parce que tous les autres personnages féminins sont tellement géniaux que forcément elle est à la traîne. À côté, c'est pas non plus un personnage féminin à chier. Elle est véritablement physiquement forte, ça lui donne un véritable pouvoir d'action, elle peut protéger ses camarades, elle a une réelle incidence sur les événements. Déjà, en ça, elle se distingue des autres personnages qu'on dit forts dans les films hollywoodiens, mais qui servent de demoiselles en détresse. Passons à Annie 4ème au classement dans la 104ème brigade d'entraînement. Là où l'intrigue s'est arrêtée, on n'en sait pas beaucoup sur elle. Hélas, parce qu'elle est vraiment fascinante. C'est un personnage très solitaire, qui s'attache malgré lui à ses camarades, ce qui
constitue une faiblesse puisque c'est ce qui la trahit. Les relations aux autres, c'est toujours la faiblesse des personnages dans Shingeki no Kyojin et pas seulement des femmes, mais c'est aussi ce qui aide à tenir. Un truc intéressant sur Annie qui rappelle le fait que Shingeki no Kyojin c'est un univers patriarcal, elle répète tout le temps qu'elle est une faible jeune fille. Elle est là face à Eren, elle lui dit « Oh là là, tu frappes une faible jeune fille », alors que c'est une guerrière surpuissante qui envoie au tapis des armures à glace en 5 minutes. Et le fait qu'elle répète ça, que c'est une faible jeune fille, ça prouve bien à mon sens que l'univers de Shingeki no Kyojin est patriarcal, parce que ça prouve que c'est une idée reçue que les jeunes filles sont naturellement faibles. Alors qu'on l'a vu dans les faits, elles ne le sont pas en plus. Tout ce qu'on sait pour le moment, puisqu'elle s'est enfermée dans une espèce de cocon protecteur après avoir été découverte et s'être battue avec Eren sous forme de titan féminin, et c'était trop badass. Enfin bref, tout ce qu'on sait sur Annie, c'est que son but est lié à son père. On a eu un petit flashback là-dessus, son père qui lui a dit tu ne peux faire confiance à personne. Ça c'est une phrase clé pour elle, elle ne peut faire confiance à personne. Donc elle est très amenée vers la fourberie, la dissimulation, mais en même temps on voit qu'elle s'attache malgré elle, qu'elle s'excuse, qu'elle ressent énormément de choses. Elle a ce côté un peu femme fatale, en plus c'est la femme titan, donc c'est pas anodin pour moi. Et puis le fait qu'elle soit enfermée dans ce cercueil de verre, ça rappelle évidemment le cliché des princesses endormies, mais elle dépasse ces deux archétypes éminemment féminins. Elle n'est pas juste une espèce d'instrument de l'intrigue, c'est un personnage à part entière qu'on devine profond, complexe, et qui questionne aussi, parce que son parcours, notamment son lien avec son père, fait écho à Eren, fait écho, on le verra, à d'autres personnages d'ailleurs, qui ont aussi des soucis avec leur papa. Et c'est elle, la première, qui va questionner vraiment sur c'est quoi la différence fondamentale entre un humain et un titan. Effectivement, il y a certains clichés qui la rattachent spécifiquement à son genre féminin, mais elle dépasse tout ça, parce que ça amène à une problématique liée à l'humanité. Passons à Sacha, qui est plus entière et plus spontanée qu'Annie, et qui est elle aussi associée à un archétype féminin qu'elle dépasse. Le fait qu'elle soit associée à la nourriture, qu'elle ait ce gag de la patate, ça peut faire penser à toutes ces petites filles toutes mignonnes qui passent leur temps à bouffer. Je pense à Kilari là, mais il y en a plein d'autres. La plupart des titres de magazines shoujo sont des noms de bouffe, genre Cookie ou je sais pas quoi. Mais en fait, Sacha, quand elle mange, elle fait peur. Elle a les yeux qui s'exorbitent, elle a la bave aux lèvres, elle est flippante. Donc rien que là, l'auteur visuellement nous montre que non, c'est pas une espèce de petite meuf toute mignonne qui bouffe et qui est là « Oh là là, j'aime bien manger !» Non, 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 non. Elle adore manger, mais il y a une espèce de barbarie là-dedans. C'est une chasseresse virtuose, elle tire à l'arc comme pas deux. Elle a une espèce d'instinct animal. On sent qu'elle a été en contact avec la nature. Quelque part, je trouve que ces caractéristiques la rapprochent des titans. Parce que elle est limitée à des buts simples. C'est son instinct qui domine. Spoilons le manga. Alors là, ça commence. Ça va être relativement léger. Sacha, c'est un personnage qui devait mourir au chapitre 36. Mais Isayama y a finalement renoncé. Mais sa mort au chapitre 36 aurait été une fin géniale pour ce personnage, ça aurait complètement bouclé son arc. En fait, le propre de l'humanité dans Shingeki no Kyojin, c'est que malgré le fait qu'elle soit acculée, qu'elle soit poussée dans ses derniers retranchements et mise dans une situation complètement désespérée, elle continue de se battre envers et contre tout. Et Sacha serait morte dans cette espèce d'esprit idéaliste, sacrificiel. Elle serait morte en tentant le tout pour sauver une gamine. Et donc elle serait morte en dépassant complètement son côté animal et instinctif, qui l'a poussée jusque-là à privilégier sa propre survie au détriment de celle des autres. Et donc ça aurait bouclé magnifiquement son arc, mais l'auteur l'a fait survivre. Et ouais, ça pourrait être un mauvais choix, parce que ça aurait été une belle fin pour elle. Mais je suis très contente qu'elle ait survécu, parce que vu que tous les autres personnages deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus tourmentés, avoir cette espèce de petite touche de légèreté bienvenue avec elle, le running gag idiot, mais qui franchement fait du bien après tout ce que les personnages ont traversé. Je sais pas du tout ce que l'auteur va en faire, mais je suis contente qu'elle reste dans le groupe, parce qu'elle apporte quelque chose au groupe. Passons à Ymir et Krista. Dans l'animé, ce qu'on en voit, c'est juste une espèce de couple lesbien de base, butch femme, c'est-à-dire une fille plutôt masculine, une fille plutôt féminine, avec une petite blague, haha, Krista marions-nous, et ensuite Krista apparaît aux yeux des garçons comme une déesse de féminité, et dans un OAV, ils en font une demoiselle en détresse, dans le 3ème je crois, elle se fait kidnapper ou je sais pas quoi. Ça m'a exaspéré, je trouve que ça va totalement à l'encontre de la Krista du manga, mais bon. Ouais, donc voilà ce qu'on voit d'Ymir et Krista quand on a vu l'animé et les OAV. Et bah, c'est pas grand chose pour le moment. Alors, passons au spoil lourd du manga. Je suis désolée si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez pas les spoilers. C'est vraiment le moment de filer. Si vous êtes du genre à pas voir apprécier une œuvre, si vous savez ce qui va se passer, fuyez. Ymir et Krista, déjà, c'est un couple qui a été officialisé par l'auteur. Pas dans le manga de façon explicite, même si honnêtement, quand on lit, je veux dire, y a pas besoin d'expliciter beaucoup, hein, c'est clair comme de l'eau de roche.
Mais l'auteur a répondu à une question de fan, il a dit oui, Ymir et Krista, vous pouvez les voir comme un couple. D'ailleurs je vais dire Historia, parce que si vous avez lu le manga, vous savez que maintenant Krista c'est Historia. Donc Ymir et Historia c'est un vrai couple, c'est pas de simples spéculations de fans, ça a été confirmé. Ymir était un titan, elle a mangé un Titan Shifter, un humain capable de se transformer en titan, le camarade de Reiner et Bertholdt. Et de fait, elle s'est transformée aussi en Titan Shifter. Donc, elle n'était pas dans la grosse conspiration des titans. Vis-à-vis d'eux, elle est louche. Vis-à-vis des humains, elle est un titan parmi les humains, elle est louche aussi. Il lui fallait un passeport pour la survie, et ce passeport pour la survie, elle a surpris une conversation qui parlait d'elle. C'était la dernière héritière du vrai roi des humains, Historia Rice, qui était devenue Crystalens dans l'armée. Donc Ymir s'est engagée pour la suivre, pour avoir ce passeport pour la survie. Sauf que bien malgré elle, elle s'est attachée à Historia. Parce qu'Historia, elle est gentille avec tout le monde. Alors certes, Ymir comprend tout de suite que c'est une façade, mais Ymir a beau être rude avec elle, lui mettre le nez dans la merde, Historia continue d'être sympa avec elle. Et ça la surprend parce que elle sort d'une vie de cauchemar à bouffer tout le monde. C'est un peu cliché comme début de relation, mais on voit que c'est pas uniquement de la gentillesse. Je suis gentille avec toi, je suis une sainte. C'est vraiment, il y a un échange entre elles. Par exemple, il y a une discussion qu'on voit dans un flashback au chapitre 36 justement, où Sacha aurait dû mourir. Ymir, qui supporte pas que les gens soient faux, reproche à Sacha de cacher ses origines en cachant son accent. Et Historia Krista l'engueule à moitié en lui disant « Il suffit pas qu'elle reprenne son accent pour être parfaitement franche, c'est pas aussi simple que ça. » Enfin, elles discutent toutes les deux, il y a un vrai échange. Mais donc, je l'ai dit, Ymir sait dès le début que Krista la joue pas franc jeu. D'ailleurs, leur premier échange, Krista va s'occuper de Sacha qui est en train de crever à moitié après avoir été punie par Shadis. Elle a fait 350 tours du terrain ou je sais pas quoi. Et Ymir se ramène en lui disant, en lui foutant le nez dans la merde, en gros, tu fais pas ça par sincère charité, tu fais ça parce que tu veux qu'on t'apprécie. Donc tout de suite, elles se comprennent quelque part, parce qu'elles cachent toutes les deux leur vraie nature, puisqu'Ymir est un titan et que Krista est la véritable héritière du dernier roi. Donc Ymir, elle passe son temps à engueuler, à rabaisser les autres, elle est hyper rude, hyper froide, les gens savent pas comment la cerner, mais c'est juste Jésus cette fille. Elle se sacrifie pour les autres, et c'est ce qui lui permet d'atteindre à la fin le statut de déesse qu'on prêtait à Historia Krista jusque-là, puisque Armin, Jean et Reiner étaient subjugués par sa beauté et sa gentillesse, ils l'appellent la déesse, la reine, tout ça. Mais en fait, la vraie déesse, c'est Ymir, c'est la dernière phrase qu'elle a prononcée dans le manga jusqu'à présent. C'est pas si mal d'être une déesse. Elle a admis sa véritable nature, et c'est quelque part grâce à son contact avec Historia qu'il a révélé. Et Historia, grâce à Ymir, s'est révélée, mais d'une autre façon. Au final, elles ont fait un parcours l'une vers l'autre. Ymir s'est révélée être une déesse, ce que les gens pensaient qu'était Historia, et Historia s'est révélée beaucoup plus égoïste et sombre, ce que les gens pensaient qu'était Ymir. Cessons de vivre pour les autres, c'est ce qu'Ymir lui dit depuis le début, et c'est ce qu'elle finit par dire elle-même. Cessons de vivre pour les autres. Et juste avant de se quitter, elles ont cette espèce de chevauchée avec Ymir sous forme titan et Historia sur ses épaules, c'est magnifique comme image, ça fait très Belle et la Bête en plus avec la petite blonde et cette espèce de grosse bestiole, un peu King Kong mais entre filles, donc forcément c'est un peu détourné, moi j'aime bien. Quand je suis avec toi, je me sens invincible, elle dit quelque chose comme ça, Historia à ce moment-là. C'est vraiment une scène incroyable, une espèce d'apogée dans leur relation, mais au moment où Historia devient Ymir et où Ymir devient Historia, elles doivent se séparer. Ymir donc a sacrifié son amour pour sauver à la fois Historia et Reiner et Bertholdt, parce que ces deux-là étaient capables de la comprendre, c'était aussi des titans. Et suite à cela, Historia va être amenée à se révolter contre l'autorité de son père, ce qu'elle fait en repensant à ce que lui a dit Ymir d'ailleurs, et à assumer son rôle de symbole vivant d'espoir pour l'humanité en devenant la reine à l'intérieur des murs. Néanmoins, pour le moment, elle n'a pas vraiment un rôle politique, on voit surtout qu'elle s'occupe des orphelins, ce qui rejoint la Krista d'avant, quelque part, la fille qui s'occupe des gens, qui est gentille, tout ça. Mais au final, on voit une Historia plus harmonieuse, qui concilie ces deux natures, sa nature plus sombre, plus autoritaire, puisqu'on la voit donner des ordres aux autres, et, disons, son souci d'autrui. J'espère qu'elle va prendre une réelle ampleur politique, j'espère qu'on va revoir Ymir, j'espère que tout ça va évoluer pour le mieux pour ces deux personnages que j'aime passionnément. Et j'aimerais bien avoir une scène un peu plus explicite entre ces deux-là, mais bon, on n'a déjà pas de baiser hétéro dans Shingeki no Kyojin. Alors un baiser entre Ymir et Historia, c'est peut-être un peu trop demandé. Peut-être qu'Isayama sait juste pas dessiner les bisous. Heureusement, sur Tumblr, un tas de gens se chargent de les dessiner, notamment moi. Donc je vous mets des petites images. En tous les cas, dans Shingeki no Kyojin,
En plus de nous proposer une foultitude de personnages féminins hyper intéressants, Isayama nous a offert une des histoires d'amour entre femmes les plus belles que j'ai jamais lues. Je me demande à quoi ça va aboutir, mais j'ai bon espoir.